Aujourd'hui, nous allons examiner une affaire du milieu du 19e siècle. Alors installez-vous pendant que nous partons aux États-Unis. Maria Van Dusen est née en 1834 dans la petite ville de Clarksville, dans le comté d'Albany, à New York. Son père, nommé Lawrence Van Dusen, travaillait comme greffier du comté d'Albany, un poste qui lui avait permis d'offrir une bonne éducation à ses deux filles, Susanna et Maria, ainsi qu'à ses deux fils, l'un nommé Lawrence et l'autre Stephen. La mère de Maria, nommée Mary, restait à la maison pour s'occuper de la maison et des enfants. Maria était une enfant agréable, toujours prête à aider. Elle était gentille, affectueuse et très proche de son père. Cependant, ses parents se sont inquiétés lorsque, à seulement 17 ans, elle leur a annoncé qu'elle avait l'intention d'épouser un gentleman nommé Monsieur John Hendrickson. Monsieur Hendrickson, jeune homme, avait localement une réputation quelque peu ternie. Il était souvent indiscipliné et travaillait peu. On commentait souvent qu'il semblait mener une existence sans but, et à cause de cela, les parents de Maria s'opposaient fermement à la relation de leur fille avec Monsieur Hendrickson. Monsieur Lawrence Van Dusen, récemment retraité, était maintenant très riche. Il nourrissait des soupçons selon lesquels les intentions de ce jeune homme envers sa fille étaient purement financières. Maria, jeune femme au caractère affirmé, épousa Monsieur John Hendrickson le 18 janvier 1851, malgré l'avis de ses parents. N'ayant pas de moyens pour subvenir à leurs besoins, Monsieur Hendrickson et sa femme décidèrent de vivre chez les parents de Maria. Monsieur et Madame Van Dusen n'étaient pas satisfaits, mais voulaient y voir le meilleur pour leur plus jeune enfant. Les choses restèrent cordiales. Parfois, Maria et John rendaient visite à son père, qui habitait à environ 600 km, à Bethléem où John était né et avait grandi. Sa famille était respectable, mais n'était pas considérée comme riche. À l'été 1851, Monsieur Hendrickson quitta soudainement la résidence Van Dusen. Des rumeurs circulèrent à Clarksville affirmant que le jeune homme avait disparu depuis un moment, et les habitants apprirent de vite qu'il aurait commis une grave agression sur une jeune femme respectable. Cela avait profondément bouleversé Maria, qui lui avait dit que cela lui rendait le cœur malade, qu'il puisse se comporter ainsi, et que c'était plus qu'elle ne pouvait supporter d'être déshonorée de cette façon. Après avoir quitté la résidence Van Dusen, il se rendit chez son père avant de partir pour Corning, une petite ville de l'État de New York connue pour son héritage verrier, son charme et ses environs pittoresques. Mais John s'y rendit seulement pour fuir la honte de son comportement indigne d'un gentleman. À Corning, il poursuivit une relation avec Mademoiselle Maria Schoonmaker, rencontrée à l'auberge Vida près de Bethléem. Ils furent fiancés avant qu'il n'épouse Mademoiselle Van Dusen. Elle ignorait qu'il était marié et pensait que ses intentions étaient intolérables. Quand il redemanda, elle accepta joyeusement. Il lui offrit une bague et une photographie de lui-même, et tout semblait bien se passer pour eux. Cependant, lorsqu'elle lui demanda de tenir son engagement et de l'épouser, il quitta brusquement Corning et retourna à Clarksville. Il alla chez les Van Dusen et demanda pardon à sa femme. Il déclara qu'il avait changé de comportement et la supplia de le reprendre. Bien que les parents de Maria désapprouvaient son mari, elle décida de lui donner une autre chance de prouver qu'il était digne d'elle. Elle avait sans doute accepté car après la naissance de sa fille, quelques semaines plus tôt, elle avait compris qu'elle aurait besoin de son soutien. Les semaines suivantes, Jean a vécu chez ses beaux-parents. Sa relation avec eux est restée courtoise, même s'il était toujours oisif et ne travaillait pas. Monsieur Van Dusen se plaignait fréquemment à sa femme de son gendre et marmonnait souvent pour lui-même, se demandant ce que sa fille avait bien pu trouver à Monsieur Jean Hendrickson. Cependant, pour le bien de Maria et de sa réputation, il faisait de son mieux pour tolérer l'homme qu'elle avait épousé. Le 17 décembre 1851, une tragédie toucha le foyer. Alors que Maria se réveillait dans la pièce faiblement éclairée qu'elle partageait avec son mari et sa fille. C'était silencieux, et un sentiment de malaise s'empara d'elle. En voyant son bébé, un nœud se forma dans son estomac. Le bébé restait immobile. D'une main tremblante, elle toucha sa fille. La peau était froide. Elle comprit alors. Son précieux bébé était morte.
Alors que Maria retenait ses larmes, son esprit luttait pour accepter la vérité. Elle cria à l'aide. Jean se réveilla rapidement. Ses parents se précipitèrent dans la chambre, mais Maria restait inconsolable. Son chagrin déchirant enveloppa toute la maison. La douleur s'accrut avec l'afflux de visiteurs venus présenter leurs condoléances. La mort de jeunes enfants était fréquente dans les années 1850. Aux États-Unis, 40% des enfants mouraient avant 5 ans, indiquant un taux de mortalité infantile élevé. Cela était principalement dû à des connaissances médicales limitées, à une hygiène insuffisante et à des conditions de vie difficiles. Les familles faisaient souvent face au chagrin de perdre leurs enfants à cause de maladies comme le choléra, la rougeole ou les infections respiratoires. Mais la petite fille de Jean et Maria était en bonne santé. Elle n'avait pas été malade. Sa mort a donc choqué tout le monde. Alors que Maria essayait d'accepter la terrible perte de sa petite fille, son chagrin s'est encore aggravé lorsqu'elle a appris que lorsque Gene était revenu, après avoir passé quelques mois à Corning, il avait contracté ce qui était décrit comme une terrible maladie, qu'il lui avait rapidement transmise. Cette maladie causait non seulement des souffrances physiques, mais aussi une profonde humiliation et une grande honte. Jean a essayé de s'excuser en disant qu'il avait contracté la maladie après une chute sur une voie ferrée à Corning. Lorsque le père de Maria l'apprit, il entra dans une grande colère et, en janvier 1852, il expulsa de nouveau son gendre de la maison. Faute de choix, Jean retourna dans la maison de son enfance. Étrangement, Maria ne voulait pas abandonner son mariage. À l'époque, le divorce était rare et mal perçu. La procédure était complexe et nécessitait généralement des preuves substantielles de faute. Les valeurs religieuses et morales décourageaient fortement le divorce et mettaient plutôt l'accent sur la sainteté du mariage. Le divorce était également fortement stigmatisé, surtout pour les femmes qui faisaient en face à des droits légaux limités ou à de faibles perspectives financières. Les mois suivants, elle a commencé à visiter la maison du père de Jonathan. Il lui arrivait d'y passer la nuit, alors qu'il tentait de réconcilier leurs différends. Lui aussi lui rendait parfois visite chez ses parents. Cependant, la mort et la tragédie allèrent de nouveau frapper la maison Van Dusen. Le 4 octobre 1852, le père de Maria, M. Laurens Van Dusen, a été retrouvé sans vie dans sa grange, apparemment victime d'un accident lié à un cheval. De nouveaux chocs et incrédulité ont envahi Clarksville. M. Van Dusen était un citoyen respecté de la ville et sa mort, survenue si peu de temps après le décès tragique de sa petite fille, a laissé toute la communauté unie dans une peine commune. Bien que M. John Hendrickson n'ait pas été immédiatement associé à ce qui avait été considéré comme un tragique accident, des soupçons sont apparus plus tard parmi les voisins, qui ont suggéré son implication possible dans la mort de son beau-père. La fortune de M. Van Dusen a été léguée à sa femme et, à son décès, devait être partagée. La moitié à son fils Lawrence et l'autre moitié divisée entre ses 2 filles, Susanna et Maria. L'autre fils de M. Van Dusen, Stephen, semblait déjà pourvu. Après la mort soudaine de son père, la relation entre Maria et John a commencé à se détériorer. Elle l'a accusé de lui avoir pris ses affaires, de se livrer à des jeux d'argent et même d'avoir tenté de l'empoisonner avec des médicaments douteux. Elle a ensuite trouvé une note écrite par Mademoiselle Maria Shoemaker qui faisait référence à un mariage imminent, ce qui n'a fait que rendre Maria encore plus désabusée envers son mari. Elle lui a dit que, malgré le maintien de leur statut marital et le fait de partager le même lit, quelle que soit la part de la fortune de son père qui l'attendait, sa part à lui resterait à jamais hors de portée. C'était quelque chose qui lui déplaisait fortement. En janvier 1853, Maria s'était retournée chez sa mère veuve et n'était revenue chez son beau-père qu'à la mi-février, quand son mari et sa belle-sœur sont venus la chercher pour qu'elle n'ait pas à retourner seule à Bethléem. Il semblait à tout le monde que John et Maria s'entendaient désormais beaucoup mieux, et pour ceux qui n'étaient pas au courant de leur situation, tout paraissait aller bien entre eux. Ils vivaient dans une petite chambre mansardée chez le père de John, mais la tragédie vint encore lorsque, à 2h du matin le lundi 7 mars, John se réveilla brusquement. En ouvrant les yeux, il fit une découverte macabre. Sa femme, Maria, gisait morte à ses côtés. Il appela son père qui vint rapidement à son secours, mais ne sachant que faire, il chercha alors de l'aide auprès des voisins. Cependant, malgré tous leurs efforts pour la sauver, ils se rendirent vite compte que Maria Hendrickson était morte.
John et son père déposèrent le corps de Maria sur une table du salon. Les témoins remarquèrent qu'elle semblait en paix, mais la mort inattendue d'une jeune femme, auparavant en bonne santé, éveilla des soupçons au sein de la communauté. Ce soir-là, le corps de Maria fut ramené chez sa mère. Le lendemain, mardi 8 mars, le coroner Smith arriva, accompagné du shérif et du docteur John Swinburne, un homme ayant beaucoup d'expérience dans les enquêtes criminelles. Le docteur Swinburne remarqua immédiatement la pâleur anormale de la peau de Maria et ses lèvres bleuâtres. Il ordonna qu'une autopsie soit pratiquée. Lorsque Jean l'apprit, il déclara « Vous ne trouverez aucun arsenic ». Il aurait également demandé « Supposons qu'ils aient mis du poison dans son estomac hier, peut-on le savoir ou le déterminer ?» L'autopsie a été réalisée par le docteur Swinburne et le docteur Smith, dont les résultats ont révélé des signes, indiquant que la cause du décès était un empoisonnement. Les organes ont ensuite été envoyés pour analyse au docteur Salisbury, un médecin et chimiste bien connu. Ces analyses ont identifié la présence d'aconie, également connue sous le nom de casque de Jupiter ou tuloupe, qui est une plante vivace aux fleurs bleu-violet attrayantes. Toutes les parties monoclodies de la plante, en particulier les racines, contiennent des toxines, dont l'aconie est la plus dangereuse. L'enquête a rapidement révélé que dans les jours et semaines précédant la mort de Maria, M. John Hendrickson s'était rendu dans la ville d'Albany et avait demandé à un certain Dr. Springseed s'il pouvait acheter de l'acide prussique, puis, quelques jours plus tard, était entré dans une pharmacie appartenant à M. Burroughs et avait acheté une once de teinture d'aconite. Avec ces informations, le shérif a obtenu un mandat d'arrêt et, après les funérailles de Maria, John Hendrickson a été appréhendé et conduit au poste de police. Il avait été interrogé par les agents, mais il a nié avoir quoi que ce soit à voir avec la mort de sa femme. La police ne l'a pas cru, et M. John Hendrickson a été inculpé de meurtre. Le procès a commencé le lundi 13 juin 1853 à Albany, devant l'honorable juge Richard P. Marvin. John a plaidé non coupable. La salle d'audience était pleine, et ceux qui avaient réussi à obtenir une place dans la galerie semblaient afficher un mélange d'anticipation, de curiosité et de réflexion sombre sur la tragédie qui avait frappé la communauté. L'accusation s'appuyait principalement sur des preuves circonstancielles. Ils ont abordé le procès sous 3 aspects clés, les preuves morales, les preuves médicales et les preuves chimiques. Les preuves morales incluaient des récits sur la relation tumultueuse de Jean et Maria. Le récit a conduit Jean à prendre conscience de ses erreurs matérielles, et le tribunal a appris qu'il était un jeune homme imprudent, moralement à la dérive, excessif et totalement dépourvu de diligence. Ainsi, selon l'accusation, il était prêt à commettre n'importe quel méfait pouvant satisfaire ses désirs ou éliminer les obstacles entravant son intérêt personnel. Les preuves médicales reposaient pensant sur l'état de Maria au moment de sa mort et sur l'état de ses organes après l'autopsie. Les preuves chimiques provenaient des analyses de laboratoire sur les organes. L'accusation a expliqué au tribunal la relation tendue entre l'accusé et sa femme. Ils ont dit que cette relation s'était dégradée après la mort de M. Van Dusen. M. Hendrickson aurait apparemment demandé à Mme Van Dusen s'il pouvait louer sa propriété. Cependant, elle lui a dit non, ce qui l'a beaucoup contrarié. Il fut encore plus contrarié lorsqu'il apprit qu'elle l'avait en fait loué à un autre monsieur. L'accusation a informé le tribunal que M. Hendrickson était un homme qui n'avait rien pour le lier à sa femme. L'avocat se tourna vers le jury et déclara « Il n'avait aucune affection. » Enfant, il n'en avait pas. Il n'avait aucune attente. Il était oisif et enclin à presque tous les vices. C'était un homme sans personnalité. Plusieurs témoins, dont la sœur et la belle-sœur de l'accusé, ont été appelés. Les 2 dames ont raconté au tribunal ce que Maria avait fait la dernière semaine où elle était en vie, ce qu'elle avait fait et où elle se trouvait la veille de sa mort. Cependant, la plupart des preuves venaient de professionnels de santé. Cela comprenait les médecins qui ont pratiqué l'autopsie ainsi que le médecin local de Maria, le docteur Samuel Ingram, qui a vu le corps à 20h le jour où Maria est décédée, après qu'il ait été transporté chez Mme Van Dusen. Mais la défense a contesté les preuves circonstancielles, remettant en cause la mort de Maria par empoisonnement. Ils ont scruté les experts médicaux et chimiques de l'accusation, affirmant qu'ils avaient très peu d'expérience avec le poison sur lequel on les interrogeait.
Lors du contre-interrogatoire par la défense, les experts médicaux de l'accusation ont reconnu qu'une mort par empoisonnement à l'aconite pouvait survenir en quelques minutes, mais parfois en plusieurs heures, et qu'il existait peu d'écrits sur le Shorty sur le sujet. Ils ont également convenu que les informations sur l'empoisonnement à l'aconite étaient extrêmement contradictoires, et qu'il n'y avait eu que quelques autopsies où l'aconite avait été attribué à la cause du décès. Mais Fentz a présenté ses propres experts médicaux, dont un nommé Dr Ebenezer Emmons, médecin, chimiste et conférencier qui pendant de nombreuses années avait dirigé le laboratoire d'État. Il a déclaré devant le tribunal qu'il n'aurait pas été possible de déterminer la présence d'aconite en utilisant les méthodes de test décrites par les témoins médicaux de l'accusation. Lorsque Madame Van Dusen a témoigné, elle a décrit la relation entre son gendre et sa fille. Elle a dit qu'il ne la traitait pas comme un gentleman devrait traiter sa femme. La salle d'audience resta silencieuse tandis qu'elle répondait à l'avocat de l'accusation. Mais un souffle de surprise se fit entendre lorsqu'elle évoqua le désaccord entre Maria et M. Hendrickson, en décembre 1852. Maria ne se sentait pas bien et M. Hendrickson lui proposa d'apporter des médicaments, mais elle répondit « Non, tu veux encore m'apporter ce poison de l'été dernier ». Madame Van Dusen affirma ne pas être au courant, mais Maria expliqua que le médicament l'avait rendue malade. Alors elle l'avait détruit. Monsieur Burat, un chimiste, déclara au tribunal qu'il avait vendu de la teinture d'aconite à un monsieur en mars, mais qu'il ne pouvait pas dire quel jour, car il était très occupé, et comme un tiers de ses ventes concernaient des articles coûtant moins de 6 pence, il ne les enregistrait pas toutes. Le monsieur ajouta également que quelques semaines plus tôt, il avait vendu de la teinture d'aconite à une dame. Il n'a pas pu identifier les personnes ayant fait ces achats, et, interrogé sur la possibilité que l'accusé en fasse partie, il a dit ne pas pouvoir l'affirmer avec certitude. La défense a déclaré au tribunal que, pour qu'un meurtre soit commis, 2 faits doivent être établis. Premièrement, que le défunt n'est pas mort de cause naturelle, et deuxièmement, que le défunt n'est pas mort de sa propre main, et dans ce cas, le ministère public n'a pu prouver ni l'un ni l'autre. Le procès a duré 21 jours, dont 6 jours consacrés aux plaidoiries au final. Le jury a délibéré pendant une journée avant de rendre un verdict de culpabilité. Lorsque le juge Marvan a demandé à M. John Hendrickson s'il avait quelque chose à dire, il a répondu « Je ne suis pas coupable ». Le juge l'a alors condamné à mort par pendaison. Un appel a retardé l'exécution, mais la Cour suprême de l'État a confirmé le verdict. Le 4 avril 1854, la Cour d'appel a confirmé le verdict de culpabilité. N'ayant plus aucun recours, la date d'exécution de John Hendrickson a été fixée au 5 mai. Cela s'est produit dans l'enceinte de la prison d'Albany, en présence de responsables, de jurés, de membres du clergé et de journalistes. Des agents ont été placés à l'extérieur pour contrôler la foule à qui l'entrée avait été refusée. La veille de son exécution, John a longuement parlé avec le révérend Kennedy. Lorsqu'on lui a demandé ses derniers mots, il a répondu qu'il les laissait au révérend. À 11h30, John Hendrickson a été pendu. Après la pendaison, le révérend Kennedy a partagé les derniers mots de M. Hendrickson. Il a dit que le jeune homme malheureux a persisté à déclarer son innocence jusqu'au dernier moment où nous étions ensemble dans la cellule. Il m'a autorisé à rendre cela public. Un nuage sombre semblait envelopper la ville, alors que la communauté luttait avec la réalité qu'un crime aussi odieux avait été commis parmi eux. La tristesse imprégnait l'air alors que les pensées se tournaient vers la victime et les vieilles brisées misement laissées derrière. Pourtant, il y avait un sentiment de soulagement sous-jacent que le coupable ait été confronté à la justice. Cette terrible tragédie a gravé une leçon obsédante, rappelant la fragilité des relations humaines et les conséquences irréversibles des actes dictés par la colère et le désespoir. Bonjour à tous et merci beaucoup de m'avoir écouté. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser vos commentaires ou retours, et j'espère vous retrouver tous dans le prochain Briefcase.